Le président du Sénat, Gérard Larcher, discours de vœux au cours duquel, bien sûr, le président du Sénat va aborder les questions d'actualité. Je parlais de la Tunisie, je pense qu'il va en être question. Également le programme législatif qui sera celui du Sénat au cours de l'année 2011. Chargé des relations avec le Parlement, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues vice-présidents, questeurs, secrétaires du Sénat, présidents de commission, mesdames et messieurs les présidents de groupe, mesdames et messieurs les présidents de délégation et d'office, mes chers collègues, permettez-moi de saluer plus particulièrement avec affection Christian Poncelet, qui s'est mis en quatre pour être là ce soir, mon prédécesseur. Je voudrais saluer l'ensemble des représentants des cultes, ici présents nombreux, des partenaires sociaux, que je retrouve un certain nombre de visages. Chacun connaît, non pas ma nostalgie, mais ma culture des partenaires sociaux. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs. La présentation annuelle des vœux fait partie de nos traditions républicaines en ce qu'elles ont de plus chaleureux. Cet esprit républicain a, je le crois, présidé à nos travaux tout au long de l'année écoulée. Cet état d'esprit a permis que l'important débat sur les retraites se déroule avec une réelle ampleur et dans une certaine sérénité. Le Sénat, à l'issue d'un long travail préalable, porté notamment par sa commission des affaires sociales et la MEX, a porté des propositions fortes sur cette réforme à mes yeux indispensable. Mais notre Assemblée a su marquer ce texte de son empreinte. C'est le Sénat qui a ouvert la réflexion sur une évolution systémique des retraites. Nous avons également complété le projet dans le sens d'une plus grande équité et de meilleure prise en compte de certaines situations particulières. Sur ce texte, comme sur d'autres, nous avons pris le temps du débat et je sais que nos concitoyens y sont aussi très sensibles. Leurs très nombreux témoignages me l'ont montré. 2010 a connu un autre temps fort de débat avec la réforme des collectivités territoriales. Les travaux préalables du Sénat puis nos débats ont éclairé avec pragmatisme ce dossier complexe mais si important pour la dimension locale de notre démocratie qui vit très concrètement au quotidien dans les communes et les intercommunalités. Lors de mes déplacements dans les territoires à la rencontre des élus locaux, je leur présente les grandes lignes de cette réforme. Aucune question est taboue, aucune interrogation, aucune inquiétude n'est taboue. Passée au feu de l'échange direct, au fond naturel pour des sénateurs, cette réforme est mieux comprise notamment sur ses apports pour les communes et les intercommunalités. Mais le Sénat demeure particulièrement attentif aux implications de cette réforme et de la réforme précédente sur les finances des collectivités territoriales, Madame la Ministre. Il ne relâchera pas sa vigilance lors des rendez-vous à venir sur ce sujet. Ces deux textes, bien sûr, comptent parmi les plus emblématiques, mais il y en a eu d'autres. Je pense à la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, des lois sur les violences faites aux femmes, sur l'absentéisme scolaire, sur le Grand Paris. Sur chaque texte, les sénateurs ont cherché, dans le respect de leurs différences et de leurs divergences, à organiser l'avenir de nos concitoyens avec lucidité, pondération et courage. Je voudrais à cet instant saluer le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Paul Delevoye, puisque dans la réforme constitutionnelle de 2008, nous aurons, cher Monsieur le Président, à aborder ensemble un certain nombre de sujets, à nouer de nouveaux partenariats et à faire un travail dans l'intérêt de notre législation et de notre pays. En tous les cas, je suis particulièrement sensible à votre présence, Monsieur le Président, ce soir, et en même temps, j'ouvre des perspectives pour nos travaux en commun. C'est donc dans ce même état d'esprit que le Sénat aborde l'année nouvelle. Les défis sont nombreux. Ce sont d'abord, bien sûr, les désordres du monde. Ils affectent nos compatriotes par leurs conséquences sur le territoire national ou à l'étranger. Je pense à l'enlèvement et à l'assassinat de deux de nos jeunes compatriotes au Niger. Nous saluons leur mémoire et ce soir nous pensons aussi à leurs familles.
Dans ce monde souvent sombre, sachons reconnaître et apprécier à leur juste valeur les nouvelles plus heureuses. Une année qui s'ouvre sur un espoir de l'autre côté de la Méditerranée. L'accession des Tunisiens à la liberté doit bien sûr encore être construite dans le cadre d'élections pluralistes et dans une pratique démocratique des institutions, et ça n'est pas tâche facile, quand depuis des décennies, on n'a pas eu de pratique démocratique. Mais d'ores et déjà, le peuple tunisien a fait la démonstration de son exigence de liberté. Malheureusement, et comme souvent, la liberté a dû être payée du prix du sang. Il y a une semaine, nous condamnions, tout comme notre groupe d'amitié, les répressions dont ont été victimes les manifestations et les manifestants. Malgré les morts, les blessés, malgré l'ampleur de la tâche qui attend les futurs responsables de la Tunisie, pour le parlementaire que je suis, l'irruption des libertés dans une société est toujours un moment d'espérance. J'entends bien que certains redoutent les incertitudes qu'engendre toute révolution, y compris pour les pays voisins. Mais je suis de ceux qui pensent, à la suite de Kant, qu'il n'est jamais trop tôt pour la liberté, qu'on ne peut jamais soutenir qu'un certain peuple n'est pas mûr pour la liberté. Au nom du Sénat, je forme le vœu d'une Tunisie libre et heureuse, d'une Tunisie démocratique et prospère. Puissent les liens entre nos deux peuples, parce que c'est d'abord de ça dont il s'agit, enracinés dans une part d'histoire commune, dont nous avons d'ailleurs célébré la mémoire il y a peu, puissent ces liens se renforcer encore. Nous savons tous que progrès politique, progrès économique et progrès social doivent aller de pair. L'instabilité économique et la pauvreté sont le terreau de la radicalisation politique ou religieuse. Ils sont le terreau de la violence et en fin de compte du terrorisme. C'est pourquoi les ambitions de la France pour la présidence du G20 me paraissent revêtir une importance particulière. Comme le président de la République, comme le Premier ministre, je suis convaincu qu'une régulation coordonnée est indispensable à l'équilibre global de notre système. La présidence française est une chance de consolider la régulation en Europe et dans le monde. Oui, il y a une spécificité politique française. Elle peut se résumer en un mot, République. La République, c'est l'affirmation d'un projet de société commun. Et ce projet se situe bien au-delà du jeu des marchés et des revendications catégorielles, corporatistes ou communautaires. Il faudra que la France et l'Europe démontrent leur capacité à faire face aux défis qu'elles ont à relever. Il y a le poids de la dette au début d'une année où il faut être attentif à d'éventuels risques de remontée des taux d'intérêt. Il y a le problème, bien entendu intimement lié au précédent, de la stabilité de notre monnaie unique. Ces problèmes sont fondamentalement des défis politiques. Seule la force et la cohérence de réponses politiques peuvent permettre de les surmonter. L'importance de notre détermination collective à agir et la bonne coordination européenne et internationale me paraissent devoir être décisives à cet égard. Je sais bien, comme vous, que nos concitoyens doutent trop souvent de l'action politique. Eh bien, je vous le dis, ils n'ont pas raison. La politique peut influer sur le réel, c'est son rôle. C'est ce qu'a fait en d'autres temps le général de Gaulle. Dans les réformes dont notre pays a besoin pour maintenir son rang, sa cohésion sociale et le niveau de vie de ses habitants, le Parlement, et tout particulièrement le Sénat, continueront en 2011 à jouer tout leur rôle. Et c'est en toute autonomie que le Sénat, dans sa diversité, dans sa pluralité, assurera ses missions constitutionnelles. Ce sera le cas avec le dossier de la dépendance. Le Sénat s'est emparé de ce dossier bien en amont. Dès 2007, nos deux rapporteurs généraux ont conduit avec une mission les travaux de cette mission commune d'information. Ce travail débouchera à la fin du mois sur un rapport dont nous débattrons en séance publique. Il marquera ainsi le début du débat national engagé par le gouvernement et dans lequel les sénateurs prendront, je n'en doute pas, toute leur place. Ce sera également pour la réforme de la fiscalité du patrimoine le cas. Notre commission des finances a formulé des propositions dans ce domaine. Je sais que la semaine prochaine, elle l'engagera
de nouveaux travaux. Là encore, il faut avoir le courage de dégager les solutions qu'appelle l'intérêt général. Naturellement, quand nous modifierons notre fiscalité, nous devrons garder à l'esprit que nous sommes dans une économie ouverte, concurrentielle. Cela doit nous amener à avoir, par exemple, une réflexion sur la fiscalité de l'investissement dans les entreprises. Et nous devrons préserver l'équité, parce qu'il est essentiel que notre système fiscal exprime la solidarité au sein de la nation et qu'il ne pèse pas uniquement sur les classes moyennes, essentielles à la cohésion de notre société. Bien entendu, c'est au cœur de sa mission. Le Sénat continuera de porter une attention toute particulière au territoire. Le rendez-vous du Sénat sur le thème de la ruralité a permis de dépasser certains clichés. Nous poursuivrons dans cette voie. Nous resterons très attentifs au dossier agricole. Dans quelques jours devrait se tenir au Sénat une conférence parlementaire conjointe avec l'Assemblée nationale et les deux chambres allemandes sur la politique agricole commune. L'agriculture et l'industrie agroalimentaire sont des fleurons de notre économie et des éléments essentiels de la cohésion de notre territoire. Il faut leur tracer un avenir ouvert. Nous participerons aussi pleinement à l'année de l'outre-mer. Ce sera l'occasion pour le Sénat de réaffirmer sa conviction et son ambition pour les 12 collectivités d'outre-mer qui sont une chance pour la France. Les sénateurs ultramarins portent avec moi la conviction et l'ambition qui ont justifié la pérennisation du comité de suivi de la mission sénatoriale d'information sur la situation de l'outre-mer hier, à l'occasion de notre journée de questions cribles. Le sujet, c'était l'Europe et l'outre-mer. Cette conviction et cette ambition fondent notre engagement à l'égard de 2 millions de nos compatriotes. Elles participent aussi, ces outre-mer, au rayonnement de la France dans le monde. Et d'ailleurs, Marie-Luce Pinchard en profite pour faire son entrée à cet instant. Enfin, le Sénat assumera tout son rôle sur des textes touchant aux principes les plus fondamentaux de notre organisation en société, sur lesquels notre Assemblée assume pleinement une responsabilité particulière. Je le redis, la vigilance à l'égard des libertés publiques et du respect de la personne humaine sont consubstantielles à l'action et à l'histoire du Sénat. Un premier axe de réforme touchant à de grands principes porte et portera sur les libertés publiques. Il y a, c'était cet après-midi, ce sera ce soir, la seconde lecture de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, sur laquelle notre commission des lois a des convictions fortes, et je les partage. Il y aura le projet de loi sur l'immigration, et là aussi, je pressens des convictions fortes. Il y aura en mars la réforme de la garde à vue. Le Sénat sera soucieux, comme il l'a été de longue date, de concilier la légitime attente d'ordre et de sécurité de nos concitoyens avec la nécessaire protection des libertés publiques et de l'esprit dans lequel elles sont défendues dans notre droit. Nous pensons que reste d'actualité le principe républicain selon lequel la liberté est la règle, la restriction de police l'exception. Il est au fondement de notre mode de vie. Il est l'honneur de celles et de ceux qui font vivre la République et qui l'ont fait vivre dans les générations précédentes. L'exigence absolue de sécurité doit se conjuguer avec l'exigence absolue de liberté. Je pense aussi à la révision de la loi bioéthique. La loi de 2004 prévoyait son réexamen. Il est d'autant plus opportun que les techniques et parfois aussi les mentalités ont évolué sur certains points. Mais les raffinements scientifiques et techniques ne doivent jamais faire oublier que l'homme n'est ni animal, ni bien marchand. Il s'agit là de sujets qui dépassent tous nos clivages. Je suis convaincu que par leur culture de dialogue et de respect mutuel, les sénateurs sont particulièrement qualifiés pour aborder ces questions dans un esprit de tolérance, de sensibilité et d'acceptation des divergences de points de vue. Pour mener à bien cette dense feuille de route, le Sénat pourra continuer de s'appuyer sur une gouvernance collective, équilibrée et dynamique. Comme nous l'avions souhaité, le rôle de la conférence des présidents s'est accru.
Cette évolution est guidée par l'exigence d'assurer plus de prévisibilité dans la programmation de nos travaux. C'est la conséquence logique de la révision constitutionnelle de 2008, qui a donné d'ailleurs davantage de responsabilités au Sénat. Notre Haute Assemblée a intensifié ses travaux de contrôle dans le cadre d'un ordre du jour désormais plus équitablement partagé. Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, vous savez que le Sénat, dans sa majorité, soutient et est un acteur engagé de la politique de réforme. Mais pour que les réformes nécessaires soient menées au mieux et dans les meilleurs délais, il faudra serrer les priorités. Alléger le poids des textes qui nous sont soumis. Il serait hautement préférable que ce qui est voté par le Parlement fasse l'objet de mesures d'application prises dans des délais raisonnables. N'est-il pas mieux de chercher à améliorer que d'empiler? C'est le sens des travaux que nous avons lancés, et il reste encore beaucoup à faire, sur la qualité des normes, après les propos du président de la République devant les maires de France, et ce sera un sujet dont nous parlerons dans les semaines qui viennent. Clarté, simplicité, recentrage sur l'essentiel, c'est ce qu'il faut rechercher. C'est naturellement ce que le bureau du Sénat a entendu faire en réformant son administration. Je voudrais remercier nos questeurs, Jean-Marc Pastor, René Garrec, Gérard Deriot, sans oublier Philippe Richert, que j'ai vu ici, mais qui doit aussi recueillir le fruit de ses travaux d'avant novembre. Nous serons attentifs au respect de ces orientations, dans le respect des personnes qui font vivre cette administration de qualité. Et Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. J'en profite pour vous saluer, pour vous remercier de votre présence et du travail que nous faisons aussi en commun. Ces réflexions nous renvoient à des questions profondes et plus générales. Si nous devons toujours prendre garde aux réactions émotionnelles, en particulier quand il s'agit de légiférer, nous ne devons jamais, c'est ma conviction profonde, nous couper de notre sensibilité personnelle. De ce point de vue, je voudrais partager avec vous ma vive préoccupation et devant la situation des minorités religieuses, notamment en Orient et en Afrique. L'oppression des minorités religieuses n'est hélas pas nouvelle, mais il y a une tristesse particulière à songer à l'appauvrissement culturel, intellectuel et tout simplement humain que ces persécutions annoncent pour les pays concernés. Il ne s'agit pas pour moi d'affaires étrangères, car dans un monde global, chaque victoire de l'intolérance, de la ségrégation, du fanatisme est une défaite pour tous les humanistes, les laïcs, les démocrates. Ceux qui croient que les souffrances du vaste monde ne concernent pas l'Europe se préparent des déconvenues cruelles. Nous ne pouvons nous abstraire de ce contexte. Nous devons nous demander où en sont dans notre pays les valeurs de l'humanisme, du respect de l'autre et de ses choix individuels, et du respect par les individus des fondements collectifs de notre organisation sociale et de la République. Je dois dire sur ce point que parmi les nombreux bonheurs que j'ai connus depuis mon entrée au Sénat en 1986, un des plus forts a été de trouver dans mes collègues des femmes et des hommes profondément épris de ces valeurs et de ces principes, et de partager avec eux, au-delà de nos différences ou de nos divergences, une véritable culture commune. L'exécutif comme le Parlement devront prendre garde au cours de cette année 2011 à garder vive la flamme de ces principes qui ont uni et guidé la France, notamment depuis la fin du XVIIIe siècle. Soyons fiers de cet héritage qui est le nôtre, mais sachons surtout être à sa hauteur. Moi qui suis ici attaché avec conviction à la laïcité, je redoute la confusion qui parfois semble se faire jour dans l'esprit de certains sur ce qu'est la laïcité. La laïcité n'a jamais été dans notre pays une justification commode permettant d'empêcher certains de croire ou de pratiquer une religion. Faut-il rappeler sur quel socle est bâti l'autel de la République? Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Dans cet article 10 de ce superbe texte d'août 1789 voté à Versailles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout est dit. La République ne peut accepter que l'ordre public, le bien commun,
soit détournée par la passion des opinions, des orientations et des choix privés. Elle ne peut non plus accepter que l'on empêche des gens qui ne troublent pas l'ordre public de pratiquer librement leur religion. La laïcité est un principe d'acceptation des différences et, disons-le, de fraternité. Gardons-nous d'oublier cet équilibre subtil défini en 1789. Et si nous voulons que l'avenir de notre pays soit à la hauteur de son passé, et moi je suis de ceux qui croient que c'est possible, soyons nous-mêmes fidèles à la rigueur intellectuelle et morale des principes républicains. Parler vite, parler fort, faire de bons mots, lancer un buzz, voilà ce qui serait l'air du temps. Eh bien, je crois que vous pourrez compter en 2011 sur les 343 sénateurs pour que les principes et l'idéal pèsent plus que l'air du temps. Pour la première fois, en septembre prochain, le Sénat se renouvellera par moitié. Ce sera une étape importante avec des enjeux forts pour le Parlement et pour la France. Je vivrai naturellement ce moment intensément. Je l'aborderai dans l'esprit du tournoi, c'est-à-dire avec la fierté de mes convictions, mais toujours dans le respect de ceux qui participeront à ce débat démocratique en toute liberté. Les grands électeurs trancheront en tout état de cause. Je sais qu'ils éliront des femmes et des hommes dévoués à la République comme leurs prédécesseurs. Alors, à toutes et à tous, je souhaite une excellente année 2011, qu'elle vous amène à vous et à vos proches santé et bonheur, qu'elle soit profitable à notre pays qui n'oublie pas ses valeurs, à l'Europe qui on partage ces mêmes valeurs, puisse-t-elle voir les déséquilibres du monde se réduire, les hommes se rapprocher, alors l'année 2011 aura été une belle année, à chacune et à chacun. Avec amitié, je vous souhaite une excellente année. Maintenant, on va partager un moment d'amitié pour bien marquer ce début d'excellente année.